Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, donc, j'aimerais vous parler du capital agonistique. Alors, ce capital agonistique, ce concept, a été mis en avant, mis en valeur par un sociologue que j'aime beaucoup et qui s'appelle donc Gérard Moget. C'est un sociologue bourdieusien extrêmement important. Alors, qu'est-ce que c'est que le capital agonistique? Pour le comprendre, on pourrait peut-être commencer par l'étymologie grecque. Agonistikos, ça signifie compétition, sport de combat, violence, etc. Capital agonistique, c'est tout simplement la violence, la force, la bagarre, la virilité, enfin entre guillemets, etc. Gérard Moget fait, dans un de ses livres, Sociologie de la délinquance juvénile, une histoire des bandes violentes, entre guillemets, issues des classes populaires. Et on pourrait se poser tout de suite la question, est-ce qu'il n'y a pas de bande bourgeoise? Qu'en est-il de la violence des riches, de la violence en col blanc, de la violence des députés, de la violence des hommes politiques, la violence des journalistes, de la corruption des élus? On parle beaucoup de la violence des pauvres, de ceux qui n'ont pas de capital économique, de capital culturel, et on oublie souvent la violence des riches parce qu'elle est plus cachée sans doute. Donc la violence de qui? Ben, la violence des blousons noirs, les loupards, les jeunes de cité. Donc ce sont souvent des bandes issues des classes populaires, du milieu ouvrier ou des cités. Sont des enfants en échec scolaire qui n'ont pas de capital économique, pas de capital culturel, qui sont complètement désœuvrés et qui se retrouvent ensemble en bas des immeubles à commettre des illégalités plus ou moins graves, etc. Donc, Gérard Moget distingue dans les quartiers populaires trois pôles. Il y a trois pôles qui structurent les quartiers populaires, et peut-être que ces trois pôles structurent toute la société entière, en fait. Il y a le pôle du capital économique, de la richesse, c'est-à-dire le milieu qui s'accapare tout simplement le marché de la drogue, donc la mafia, si vous voulez, ou les dealers, qui, en vieillissant, sont bourgeoises, soit dans l'artisanat ou le commerce. Il y a le pôle du capital culturel, du savoir, de la connaissance, de la culture, etc. Et il appelle ça la bohème populaire. Ce sont des gens, entre guillemets, plus ou moins cultivés, mais complètement désargentés, mais qui peuvent s'embourgeoisie ou du moins trouver des professions intellectuelles autodidactes, soit dans la musique, dans la religion, dans le spectacle, etc. Et puis enfin, le pôle du capital agonistique, de la force. Donc ce sont les bandes de jeunes désœuvrés qui se reconvertissent plus tard dans des métiers physiques ou dans du sport, comme la boxe, etc. Donc, si vous voulez, dans les classes populaires, il y a trois sous-classes. Il y a la classe qui possède du capital économique, le milieu, tout simplement les trafiquants de drogue, la classe qui investit plus le capital culturel, le savoir, la bohème populaire, pardon, et puis ces bandes qui n'ont que leur force physique pour survivre. Le capital agonistique, on pourrait dire que c'est la richesse du pauvre, c'est le capital du pauvre. Donc quand on est pauvre, ben, on n'a rien, on n'a pas d'argent, pas de diplôme, pas de réseau social, on a un capital symbolique négatif, on est stigmatisé, rejeté, fui. Il ne reste donc que le corps et la force virile à investir. Donc je l'ai mis ici sous une autre forme, pas de capital économique, pas de capital culturel, un échec scolaire très très fort malheureusement, pas de capital social, on n'a pas un réseau qui pourrait nous aider à nous en sortir sur le marché du travail ou même sur le marché sexuel d'ailleurs. Et il ne reste que le corps, soit sa force, la force du corps, la violence, la virilité, ou la beauté du corps, pour survivre dans un monde très rude. Il faut savoir, par exemple, que pour les femmes issues des classes populaires, si elles sont jeunes et belles, elles peuvent échanger leur beauté contre du capital économique. Elles peuvent tout simplement réussir leur mariage, utiliser le mariage comme ascenseur social, trouver des bourgeois pour les sécuriser financièrement. Enfin, ça s'inscrit dans cette règle universelle de l'échange économico-sexuel. J'en parlerai dans une autre vidéo à propos justement du capital esthétique, du marché sexuel, de la domination des hommes riches sur le marché sexuel. Les plis sociologiques du corps. Alors,
Le concept de corps est très important dans la sociologie de Bourdieu, parce que pour Bourdieu, le corps n'est pas uniquement un objet naturel, un objet construit, structuré par nos gènes, mais aussi un objet culturel et social. Notre corps est influencé, discipliné par la société et notre culture. Quels sont les termes, les catégories, les concepts qui tournent autour du corps chez Bourdieu? Il y a l'idée d'incorporation. Incorporer, c'est-à-dire apprendre des choses, les mettre dans son cerveau, apprendre des idées, des valeurs, des principes. Incorporer donc les valeurs de sa culture, de sa classe sociale. L'habitus, qui, qui, qui constitue en fait un ensemble de formes, de formules cognitives et affectives et qui génèrent nos comportements, notre pratique. L'exis corporel, la façon de tenir son corps. Il faut savoir que les Anglais ne tiennent pas leur corps comme les Français, que les riches ne tiennent pas leur corps comme les pauvres. Il y a une exis corporelle, une façon de porter son corps. Les dispositions, nos affects, nos désirs, nos goûts les plus profonds sont au fond de notre corps, justement. Le capital corporel, qui est une stratégie d'investissement, une stratégie sociale communante. On investit son corps par le sport, on fait attention à ce qu'on mange, etc. Bourdieu parle aussi d'apprentissage par corps. On apprend beaucoup de choses sans mots, juste en regardant ses parents, juste en regardant les autres. Euh, Cet apprentissage est très important. L'inconscient est corporel, bien sûr. Le sens pratique est corporel. Le sens pratique, c'est tout ce qui nous permet tout simplement de nous adapter à notre classe sociale, d'agir comme un poisson dans l'eau dans notre classe sociale. Les structures subjectives, c'est-à-dire ces catégories de notre habitus enfouies au fond de notre inconscient. Et Bourdieu utilise cette formule, le social fait corps. Notre corps est dans le monde social, mais le monde social est dans les corps. Ça signifie tout simplement que les valeurs de notre société sont dans notre corps. On les a apprises, on les a intériorisées. Les principes de notre société ont été intériorisés par nous. Elles ont été incorporées. Donc, je ferai une autre vidéo sur ce concept de corps chez Pierre Bourdieu, mais pour l'instant, il faut savoir qu'il tient simplement une place prépondérante dans la sociologie de Bourdieu. Je reviens donc au capital agonistique, qui est synonyme de violence, de force, de virilité. Donc, on parle donc il faut être à mâle, il faut être masculin, viril, fort, bagarreur, courageux, actif, énergique, supérieur, débrouillard, rusé, malin, tchatcheur, voire manipulateur. Le capital agonistique n'est pas simplement ou uniquement de la violence physique, ça peut être aussi une violence verbale, etc. Le contre-modèle, évidemment, c'est la femme, l'homosexuel, le couard, le clochard, le toxicomane, le tox entre guillemets, l'intello efféminé, le bourgeois protégé et pourri gâté, etc. Donc on a ces catégories, ces structures féminin, efféminé, passif, faible, poltron, inférieur, dominé, intello, soumis à l'ordre scolaire, soumis aux enseignants, bourgeois protégé, etc. Donc l'agent issu des classes populaires se définit, se construit contre les femmes, contre les homosexuels, contre les bourgeois protégés, contre les intellos efféminés, etc. Et donc, il construit son capital agonistique, son identité, son habitus contre tous ces contre-modèles, justement, contre tous ces, euh, ces exemples de classes ou d'agents qu'il considère comme inférieurs, différents de lui. Donc, dans les milieux populaires où le capital agonistique est très important, toutes les hiérarchies, bien sûr, sont fondées sur le capital agonistique. Les forts sont supérieurs aux faibles, ils sont supérieurs aux femmes, aux homosexuels, aux intellos, aux tox, aux bourgeois, etc. Ces structures sont des structures sociales et mentales. Donc, ça renvoie à la structure masculin-féminin, dominant-dominé, hétérosexuel-homosexuel, corps-esprit, manuel-intellectuel, force-faiblesse, santé-maladie, actif-passif, supérieur-inférieur. Pour Paul Willis, qui est un sociologue anglais très très important, la force virile, la force du corps est une préparation, une propédeutique inconsciente, qui n'est pas, c'est pas un projet rationnel librement choisi. C'est une préparation à la vie d'usine ou au métier très physique, où il faut avoir un corps solide et viril pour travailler.
Je vous conseille vivement de lire le livre de Paul Willis, donc L'école des ouvriers, comment des enfants d'ouvriers obtiennent des boulots d'ouvriers aux éditions Agone. Je vous conseille cette maison d'édition extrêmement sérieuse. Et donc c'est paru en 2011. Pour aller vite, le mécanisme, on pourrait dire universel, que décrit Paul Willis est le suivant, c'est que les familles populaires ouvrières n'ont pas de capital culturel, ce qui fait que les enfants sont en échec scolaire, ils ne réussissent pas, ils sont très loin de la culture scolaire, une culture bourgeoise, etc. Il y a une haine de l'école, une haine des intellos, une haine des faillots, des élèves qui réussissent leur scolarité, un investissement des bandes de copains, investissement du corps, de la force, de la violence, et puis ils se retrouvent à l'usine, comme leurs parents. Il y a une reproduction sociale extrêmement brutale. Voilà donc pour le mécanisme à peu près, disons, qui structure ce livre de Paul Willis. Que faire de cette force virile, de cette force physique, alors qu'il n'y a plus d'usine ou très peu? Bon, avant, les enfants des classes populaires s'entraînaient à être forts, à être virils, et ça les préparait à la vie d'usine. Mais maintenant qu'il y a une désindustrialisation, des délocalisations, une désouvriérisation, c'est-à-dire une haine du monde ouvrier, un mépris du monde ouvrier, il y a un déclassement, un appauvrissement, il y a du chômage. Donc que faire de cette force, de cet habitus viril, alors qu'il n'y a plus d'habitat, il n'y a plus d'usine pour exercer cet habitus viril? J'aimerais faire une digression ici en ce qui concerne donc la concurrence avec les immigrés pour les ressources rares sur le marché du travail. Il y a une peur, bien sûr, chez les pauvres blancs de perdre leur travail, une peur du déclassement qui est à l'origine de leur racisme. Bien sûr, il y a aussi cette idée de concurrence avec les immigrés pour l'État-providence. On entend toujours cette phrase, sans doute, dans les classes populaires. Les Arabes ont beaucoup d'enfants, par exemple, ils profitent de nos allocations, etc. Donc s'il y avait moins d'Arabes ou pas du tout, il y aurait plus d'argent et plus de travail pour nous. Juste cette digression pour montrer qu'il y a un lien entre trois choses très importantes, entre la concurrence, que ce soit sur le marché du travail ou sur tous les autres marchés, la peur du déclassement, la peur d'être remplacé par des Arabes, par des Noirs, et le racisme. C'est-à-dire que le monde ouvrier blanc se sent menacé par l'arrivée des immigrés. Il a peur donc de perdre son statut, sa place, d'où donc la haine des immigrés. On pourrait se, se demander si les riches peuvent être racistes aussi, si les gens comme les avocats, etc., pourraient être racistes, alors qu'ils sont riches et cultivés. Bien, Gérard Noiriel, dans Le Creuset français, c'est un livre magnifique qui est paru au Point 2016, démontre tout un tas de choses. C'est lui, en fait, qui m'a appris à voir ce lien entre ces trois choses, la concurrence pour les ressources rares, la peur du déclassement et le racisme. Et il démontre que les avocats parisiens, qui étaient extrêmement nombreux à l'Assemblée nationale, ont construit une loi pour interdire aux avocats allemands résidant à Paris d'exercer leur métier. Donc même les riches peuvent être racistes, même les riches peuvent exclure les autres, les exclure de la concurrence scolaire, les exclure des grandes écoles, les exclure de la concurrence professionnelle, etc. Donc le racisme est lié à la concurrence et à la peur du déclassement dans toutes les classes sociales. Ce n'est pas uniquement les pauvres qui sont racistes. À chaque fois qu'une classe ou qu'un individu est menacé dans son statut, dans sa subsistance, il peut tout simplement développer des sentiments xénophobes et racistes. Je reviens au capital agonistique et on pourrait essayer de faire un lien entre ce concept et la bourgeoisie. Est-ce que la force virile, le capital agonistique, est valorisé uniquement dans les milieux populaires et dévalorisé dans les milieux bourgeois? Dans les classes populaires, comme dans les classes bourgeoises, chacun valorise le capital dont il est doté. Ceux qui ont du capital économique valorisent le capital économique, ceux qui possèdent du capital culturel valorisent le capital culturel, ceux qui possèdent du capital agonistique valorisent le capital agonistique. Chacun universalise son cas particulier, tout simplement. Dans la bourgeoisie, il y a aussi un investissement du corps, de la virilité, du sport, il y a un anti-intellectualisme bourgeois, etc. Et pas uniquement dans la bourgeoisie,
dans la noblesse elle-même, il y a un investissement du capital agonistique, une valorisation de la guerre. Il y a toute une idéologie du sacrifice des intérêts personnels pour Dieu, pour la patrie, la race, la classe. Hein, nous ne sommes pas des, pour les nobles, hein, nous ne sommes pas des bourgeois égoïstes, des roturiers, des boutiquiers. Il y a une haine du petit bourgeois qui gère sa boutique, qui gère ses intérêts, une survalorisation du sacrifice aristocratique pour des valeurs supérieures. La valorisation de la guerre aussi est une valorisation des vertus mâles, des vertus masculines, comme la violence, etc. Donc nous ne sommes pas, hein, nous diraient les nobles, nous ne sommes pas des lâches ou des femmes, nous ne sommes pas des couards. Donc ce ne sont ni des bourgeois roturiers, ni des couards. Hein, ce sont des nobles supérieurs capables de sacrifier leurs intérêts individuels, matériels, pour des valeurs supérieures, universelles, etc. On a des structures ici, noblesse, bourgeoisie, supérieur, inférieur, sacrifice, intérêt, masculin, féminin, noble, roturier, etc. Nous avons hérité de ces structures, malheureusement, que nous le voulions ou non. Bien sûr, chez les bourgeois, on a cette façon d'inférioriser les pauvres, les classes populaires, de les zoologiser, de les animaliser. Donc toujours cette question des structures, bourgeois populaires, cultiver un culte raffiné, rustre, intelligent, bête, humain, animal, culture, nature. Donc les pauvres, ils sont violents gratuitement. Ce sont des animaux, des bêtes, ils sont trop proches de la nature, ils sont loin de la culture et de la civilisation. Toujours cette stratégie de l'animalisation, de la zoologisation et de la déshumanisation des classes populaires, donc dans les classes dominantes. Question, d'où vient la violence? Mais quel est le déterminisme qui explique la violence? Quel est le mécanisme qui explique la violence? Eh bien, on pourrait dire, pour aller vite, pour survivre dans un monde dur, il faut être dur soi-même. Pour survivre dans un monde violent, il faut être violent. Pour survivre dans un monde rude, il faut être rude. Pour survivre dans un monde de frustration, il faut être résistant à la frustration, etc. Donc la dureté et la rudesse des agents, des individus, sont le résultat de l'intériorisation, incorporation des conditions sociales très rudes. Quand on vit dans un monde rude, eh bien, on devient rude. Quand on vit dans un monde violent, on devient violent, tout simplement. Bien sûr, dans les classes populaires où il ne reste plus que le corps à investir et le capital agonistique à investir, les hiérarchies sont établies donc, en fonction du capital agonistique. Les bagarreurs sont fiers d'eux-mêmes, par opposition aux non-bagarreurs qui ont honte d'eux-mêmes. Par exemple, les toxicomanes, qui sont rejetés, méprisés, mais qui sont quand même utiles, puisqu'ils sont consommateurs de drogue. Vous trouverez cette structure, bagarreur, non-bagarreur, dans le livre de Patrick Sauvadet, dont le titre est Le Capital guerrier. C'est un livre très intéressant aussi, et qui oppose comme ça ceux qui ont du capital guerrier aux autres qui n'ont aucun capital, par exemple comme les tox, qui n'ont vraiment rien. Ils n'ont ni argent, ni diplôme, ni capital social. Ils n'ont même pas de capital agonistique, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas se bagarrer, se défendre, etc. Je passe vite sur cette opposition bagarreur-non bagarreur, mais vous pouvez quand même lire avec beaucoup de profit, je pense, le livre de Patrick Sauvadet, Le Capital guerrier. Bien sûr, la bande, c'est-à-dire les personnes donc, qui investissent les bandes, etc., et le milieu, c'est-à-dire les trafiquants de drogue, ont beaucoup de privilèges dans les quartiers populaires. Ils ont des privilèges politiques, sexuels et économiques, pour aller vite. Donc, le privilège politique, c'est qu'ils imposent leurs lois, et souvent la loi du silence, etc. Bien sûr, ils ont des privilèges sexuels, puisqu'ils ont accès à de jolies copines qui veulent être protégées dans un monde violent ou accéder au capital économique des dealers. Il y a un échange économico-sexuel, je dirais, classique, hein, malheureusement. Bien sûr, ils ont aussi des profits économiques. Pour les dealers, ils ont de grosses parts de marché dans la vente de drogue, etc. Et il y a une instrumentalisation, une exploitation mutuelle entre les bandes et le milieu. Ça, je passe vite aussi, mais vous pourrez lire le livre de Gérard Moget avec profit aussi. Je passe maintenant au point de vue de la droite sur les classes populaires, au point de vue de la droite sur les Arabes et les Noirs. Bien sûr, c'est de la racaille, c'est l'anti-France. Ils sont communautaristes, ils ne sont pas intégrés.
Et puis en plus, on a une élite où on a des sociologues islamo-gauchistes et idéologues qui excusent leur violence, etc. Il y a une critique de la culture de l'excuse des sociologues islamo-gauchistes et idéologues. Pour les gens de droite, donc pour les idéologues de droite, il n'y a pas de misère économique dans les quartiers populaires, il n'y a pas de lutte des classes. C'est un problème à la fois de déterminisme culturel et de libre arbitre. Comprenne qui pourra. Donc les Arabes sont à la fois déterminés par l'islam et leur culture à être violents, et en même temps ils choisissent librement cette violence. Il y a un mouvement pendulaire entre le déterminisme culturel et le libre arbitre individuel. C'est complètement contradictoire, mais bon, donc, toujours cette idéologie du clash de civilisation, du colonialisme à l'envers, les Arabes nous colonisent, de l'islamisation de l'Europe, du grand remplacement, et il faut évidemment mettre en place une remigration. Donc il faut tout simplement demander aux Arabes et aux Noirs de retourner chez eux. Avec la complicité de l'élite cosmopolite, bien sûr, qui est une élite hors sol, mondialiste et immigrationniste. Dans la droite, euh, il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte d'anticapitalisme populiste et raciste. Ça consiste en quoi exactement? Ce qui nous disent par exemple que les capitalistes préfèrent les Arabes mal payés et obéissants aux Français récalcitrants et fainéants, entre guillemets. Bien sûr, les artistes aussi adulent les Arabes pauvres et courageux et honnissent les Français chauvins, misogynes, homophobes, racistes et antisémites. L'élite est décidément pour la droite francophobe et xénophile. Donc notre élite adore les Arabes, adore les Noirs, mais n'aime pas les Français un peu chauvins, un peu racistes. Pour la gauche, l'élite est plutôt arabophobe et raciste. D'accord? On a un héritage colonial qui peut se traduire, qui peut se voir dans les ghettos ethniques paupérisés, dans cette relégation résidentielle. On a un racisme sur le marché du travail, donc les patrons n'aiment pas du tout les Arabes. Un racisme au logement. Les propriétaires n'aiment pas non plus voir des Arabes et des Noirs arriver dans les quartiers bourgeois. Un racisme dans l'accès aux loisirs, contrôle aux faciès, qui pose la question du racisme de la police, qui est un racisme institutionnel, un racisme d'État. Les riches donc, ne sont pas du tout xénophiles ou arabophiles. Il y a une fuite des Arabes sur tous les marchés. On les fuit sur le marché résidentiel. On ne veut surtout pas habiter avec les Arabes et les Noirs. Sur le marché scolaire, on ne veut pas mettre nos enfants avec les Arabes et les Noirs, etc., etc. Donc l'État républicain est raciste et bourgeois. Il sert uniquement les intérêts des hommes blancs et riches. Bien sûr, l'élite politique est raciste, les journalistes sont racistes, les patrons sont racistes, les propriétaires sont racistes, etc., etc. Donc on a ici deux visions. La droite qui nous dit que l'élite capitaliste, artiste est xénophile, et la vision de gauche qui nous dit que non, au contraire, l'élite est plutôt raciste en fait. Alors, est-ce que c'est un problème de culture bourgeoise, de culture de l'excuse? On sait que dans les classes populaires, il y a un double handicap, même si certains critiquent justement cette idéologie du double handicap. Il y a un handicap économique, une misère économique, sociale, etc., et un handicap culturel, puisque l'échec scolaire est dû à la distance entre la culture familiale et la culture scolaire. Ça, c'est un point commun à tous les pauvres, blancs ou noirs, musulmans ou chrétiens. Tous les pauvres qui échouent à l'école, qu'ils soient blancs ou arabes ou noirs, musulmans ou chrétiens, tous les pauvres qui échouent à l'école, c'est parce que la culture de leur famille n'est pas proche de la culture scolaire, de la culture bourgeoise. Donc ces familles n'ont pas de capital économique, pas de capital culturel. On a un taux d'échec scolaire qui est énorme, et donc on se retrouve dans la rue à investir des bandes, à investir le capital agonistique, la violence, les larcins, les illégalismes, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous. Merci. Ciao, ciao.